Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette étude de cas RH-RSE. Alors on va se laisser encore un petit peu de temps que tout le monde se connecte. Est-ce que, bonjour Victor, bonjour Laura, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Et peut-être qu'on peut prendre quelques petites minutes le temps que tout le monde arrive pour se présenter. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. En quoi la RH et la RSE sont des sujets qui vous touchent. Qu'est-ce que vous venez trouver, chercher lors de cette étude de cas. Donc voilà, on va prendre quelques minutes pour se présenter. Bonjour Sarah. Vous m'entendez bien, mais vous ne me voyez pas. Ah, alors attendez. Je vais... Hop. Est-ce que vous me voyez maintenant? Je vous laisse. Pour ceux qui viennent d'arriver, on se laisse quelques minutes. C'est bon, super. Mais bonjour, bonjour à tous et à toutes. Vous voyez, vous m'entendez? Super, parfait. On va commencer dans quelques minutes. Bonjour Émilie, bonjour Katia, bonjour Sarah, bonjour Laura, bonjour Victor. On va prendre quelques minutes pour se présenter. Bonjour Hélène, n'hésitez pas à me dire aujourd'hui pourquoi vous venez, pourquoi la RH et la RSE et surtout la transition environnementale et sociétale vous touche particulièrement. Est-ce que c'est au sein de votre travail? Est-ce que c'est dans votre vie perso? Est-ce que c'est un projet que vous souhaitez mettre en place? Bonjour Aska, vous venez d'intégrer la Fondation Agir contre l'exclusion en tant que chef de projet mécénat et engagement des entreprises et vous êtes attendu sur le développement du mécénat de compétences. Super. Bonjour Aska, vous êtes au bon endroit pour comprendre vraiment le côté pendant entreprise du mécénat de compétences et comment le mettre en place. Donc, bienvenue. Pour ceux qui viennent d'arriver, on prend quelques minutes pour se présenter le temps que tout le monde arrive avec pourquoi aujourd'hui l'engagement sociétal est un sujet pour vous. Quels sont vos enjeux des prochaines semaines, peut-être mois, et pourquoi vous êtes aujourd'hui là à cette étude de cas RH-RSE, et notamment sur les sujets de bénévolat, mécénat compétences et d'engagement collaborateur. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit mot ou même tout simplement nous dire d'où vous venez en France, parce qu'on a des personnes de partout en France lors de nos webinaires. Peut-être même vous êtes à l'étranger. Bonjour Sarah de Toulouse, consultante RSE. Et votre client recherche à développer les sujets RH et handicap. Vous êtes ici pour savoir si vous pouvez tirer des études de cas. D'accord, super. Vous allez voir, il va y avoir des cas très concrets. Bonjour Charlotte, vous travaillez dans le tourisme et vous avez la casquette RSE de votre entreprise. Bravo, c'est une très belle casquette. Bonjour Hélène, vous êtes gestionnaire RH. Super. On espère que ça va vous donner des idées peut-être pour engager les collaborateurs si c'est un sujet chez vous. Bonjour Émilie, vous êtes référente RSE de votre entreprise. Bienvenue, vous êtes au bon endroit aussi pour prendre des tips et voir les études de cas, voir ce que les autres entreprises ont mis en place et peut-être, je l'espère, vous inspirer. Il est 10h05 passé, je vous propose de commencer cette étude de cas pour pouvoir respecter notre timing. Bienvenue à tous ceux qui continuent d'arriver. N'hésitez pas à vous présenter si vous venez d'arriver à l'instant avec d'où vous venez et surtout quel est votre rôle en entreprise par rapport à la RH et la RSE. Vous aimeriez savoir comment établir la marque employeur et la charte éthique d'une entreprise. Pour établir la marque employeur, effectivement, vous allez avoir plein de dispositifs d'EN et j'espère que ce qu'on va voir aujourd'hui vont vous permettre de vous inspirer pour le côté marque employeur. Je vous propose de commencer cette étude de cas. Bienvenue à tous et à toutes. Il est 10h07 et je vous propose de passer un petit moment de cette matinée tous ensemble. Bonjour Dan, chargé RSE
Enchantée. Ce qui va être très chouette lors de cette matinée, c'est qu'on va prendre le temps d'échanger pas mal. Donc n'hésitez pas vraiment à vous présenter dans le chat. Il y aura pas mal de petits sondages. Voilà, l'idée c'est que vous puissiez aussi vous partager, peut-être même partager des retours d'expérience. Peut-être que vous avez déjà mis en place certaines actions. Donc n'hésitez pas à partager en live vos attentes, vos retours d'expérience et là où vous en êtes aujourd'hui. Bonjour Amel, merci pour votre présentation. Vous souhaitez vous outiller pour être la référente RSE et marque employeur de votre entreprise. Bravo et bienvenue. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de commencer par les nouveaux, de faire un petit point d'étape sur les enjeux RH et RSE que les entreprises, auxquels les entreprises font face. Après, de passer un petit moment sur les dispositifs pour passer à l'action. On verra ensemble des tips et un plan d'action pour pouvoir passer simplement à l'action sociétale et 3 études de cas très concrètes de la PME jusqu'à la filiale de grands groupes pour vous permettre de voir concrètement comment vous pouvez mettre en place une action sociétale. Peut-être avant toute chose et avant de commencer dans le vif du sujet, pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je prends la parole sur ces sujets. Donc moi, je m'appelle Élise Thibault-Gondré, je suis cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Day One. Donc Day One comme jour 1 en anglais. J'ai pas toujours travaillé dans le sociétal. Avant, j'étais dans la finance, donc vraiment rien à voir. Et j'ai commencé ma carrière vraiment en finance. Et très vite, je me suis posé la question du à quoi je sers ou concrètement quel est l'impact de mon travail sur la société et l'environnement. C'est une question à laquelle j'ai pas réussi à répondre dans le cadre de mon travail et ça m'a emmené assez loin parce que j'ai fini par tout quitter pour partir au Népal, faire de la réinsertion sociale d'enfants des rues à Katmandou. Donc vraiment rien à voir avec ce que je pouvais faire avant. Ça a été un moment assez fort pour moi, c'était en 2015 et en plus d'aller là-bas pour une mission volontaire pour voilà être proche des enfants, c'est l'année où il y a eu un grand séisme, un des plus forts du dernier siècle. Donc on s'est transformé en mission humanitaire. J'ai été finalement rapatriée et ça m'a appris plusieurs choses. La première, ça m'a appris qu'une association, c'était comme une petite entreprise. Elle avait besoin des bonnes compétences au bon moment et que parfois la volonté d'aider suffisait pas. Parce que moi, quand j'étais sur place avec le séisme, on m'a dit, bah, finalement, on va chercher des médecins, des gens du bâtiment. Donc, on va vous rapatrier, Elise, vous n'avez plus les compétences pour nous aider. La deuxième, et pour la petite anecdote, c'est que l'association, quand je les ai contactés la première fois, ils m'ont dit, mais Elise, qu'est-ce que vous savez faire dans la vie? Je leur ai répondu, j'ai le BAFA. J'ai complètement oublié de leur dire que j'avais un master en finance, que je gérais Excel comme personne, que je pouvais les accompagner dans la levée de financement. Et c'est pour ça qu'ils m'ont emmené sur place pour être au plus proche des enfants. Mais finalement, une fois rapatriés, je les ai rappelés et je leur ai dit, mais voilà, si vous voulez, je peux peut-être vous aider en levée de financement. Et là, ensemble, on est allé bien plus loin que ce que moi, j'avais pu imaginer en faisant du bénévolat. C'est-à-dire qu'on a levé des dizaines de milliers d'euros en quelques semaines. Et ça a été à la fois pour moi une vraie révélation de me dire que tout ce que j'avais appris dans mon travail, ben, c'était pas décorrélé de l'impact que je pouvais avoir et suffisait de le proposer au bon projet pour avoir un réel impact sur l'intérêt général. Et en plus, côté association, là, pareil, elle s'est dit, mais en fait, trouver des personnes compétentes pour pouvoir m'aider pour accélérer mes projets, c'est ça la clé. Donc, pour vous raconter un petit peu, ça m'a redonné envie de retourner en finance parce que ça m'a redonné confiance sur mes compétences métiers. Et derrière, j'ai accompagné beaucoup de PME, beaucoup de TI, notamment dans la structuration RH. Et finalement, il y a plusieurs années, on s'est dit qu'il manquait ces compétences en association, que les sujets RH et l'envie d'avoir du sens, elle n'était pas que chez moi, elle était partagée par énormément de jeunes et pas que de jeunes. Et c'est pour ça qu'on a créé Day One, qui est aujourd'hui une entreprise à mission qui rend accessible l'engagement solidaire en entreprise. Pourquoi on s'appelle Day One? Parce qu'on se dit toujours un jour, je passerai à l'action. Et on vous propose de faire le premier jour, et c'est ce qu'on va faire au travers de ce webinaire, vous donner les tips pour vous, pouvoir agir seul ou en étant accompagné pour mettre en place l'engagement sociétal auprès de vos collaborateurs. Donc, avec votre casquette de RH, avec votre casquette de RSE, vous permettre de vous mettre en action et d'avoir des idées concrètes pour votre politique RSE. J'ai vu beaucoup de présentations sur la politique, la démarche RSE, la marque employeur. Voilà, on va vraiment rentrer dans le concret aujourd'hui. Donc, je suis ravie de tous et toutes vous voir. J'espère que tout le monde a eu le temps d'arriver. Si vous venez encore d'arriver, bienvenue. Et je vous propose de partir sur cette étude de cas.
Très rapidement, nous, chez Day One, on a un objectif, c'est de faire qu'il y ait 1 million de jours qui soient donnés pour l'intérêt général. Ça paraît beaucoup, mais c'est comme si un salarié donnait un salarié sur 25 donnait 1 jour par an. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on a déjà accompagné beaucoup d'entreprises, que ce soit des toutes petites PME ou des toutes petites startups jusqu'à des groupes et des filiales de grands groupes, des fondations. Et surtout, on travaille avec 700 associations au quotidien. Donc, on les connaît, on a pu vraiment les pratiquer et mettre en place plein de belles histoires, dont 3 qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc, quels sont les nouveaux enjeux RH et RSE? Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui ce à quoi vous êtes le plus confronté. Est-ce que dans votre entreprise, vous voyez qu'il y a voilà, un vrai enjeu sur le fait d'aller attirer les talents? Ça, c'est le premier point. Est-ce que c'est plutôt le fait d'aller engager dans la durée? Est-ce que c'est plutôt le fait de passer à l'action sociétale? Ou est-ce que c'est plutôt le fait d'aller assurer la pérennité de l'entreprise, c'est-à-dire permettre l'achat, notamment au travers de la RSE? Je viens de vous poster un petit sondage. L'objectif, c'est que vous puissiez vous remplir aujourd'hui qu'est-ce qui est le plus important pour vous au quotidien, pour que déjà moi je puisse plus voir qu'est-ce qui vous touche au quotidien. Est-ce que c'est vraiment le fait d'aller attirer les talents? Est-ce que c'est plutôt d'aller engager dans la durée les collaborateurs, les fidéliser? Est-ce que c'est vraiment de passer à l'action sociétale, d'avoir des tips, de savoir concrètement comment passer à l'action sociétale et RSE? Ou c'est plutôt d'assurer la pérennité financière de votre entreprise en transformant l'offre, en repensant l'entreprise, repensant ses valeurs, repensant sa charte éthique notamment. Alors, on a un peu de tout. Super. On voit on a deux gagnants. Ah, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment passer à l'action sociétale, commence à prendre les devants. Effectivement, en fait, on se rend compte que ces enjeux, à la fois humains et RSE, sont extrêmement liés. Parfois, la RSE est traitée à part, la RH est traitée à part. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin d'aller imbriquer la RSE dans pas mal de départements. Et notamment, ce pan des RH le demande très fortement. Bonjour Mathieu, qui vient d'arriver. Vous êtes futur responsable RSE de votre entreprise. Bonjour et bienvenue. N'hésitez pas à remplir le sondage sur les enjeux que vous pouvez avoir au quotidien. Donc, on voit que je vais finir le sondage. Merci à tous pour votre participation. On voit qu'il y a vraiment voilà, un fort enjeu chez vous sur tout ce qui est vraiment passé à l'action sociétale, mais très corrélé au RH sur le fait d'aller engager dans la durée. Pour ça, je vais vous poser une autre question, du coup, où assurer, passer à l'action sociétale était un enjeu pour vous. Ah voilà. Je vais vous proposer un autre sondage. À votre avis, quand l'enjeu est passé à l'action sociétale, on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont passées à l'action. À votre avis, combien de pourcentage des collaborateurs estiment que les engagements pris par leur entreprise sont concrets et profonds? Combien estiment que leur entreprise fait assez, suffisamment, que c'est profond et qu'ils se sentent vraiment dans la démarche de l'entreprise? Vous voyez déjà le maximum proposé aujourd'hui, c'est 33%, c'est un tiers, donc peu importe en vrai, presque le résultat. On voit déjà que c'est pas encore une majorité, mais à votre avis, oui, comment les collaborateurs voient les démarches RSE et sociétales de leur entreprise? Est-ce qu'ils estiment que c'est suffisant à date? Alors, on a pas mal de réponses, on a beaucoup de 18 et 23%, on a quelques 28, quelques 33%. Bravo pour votre super réactivité en cette matinée. Je vais mettre fin au sondage. J'espère que vous voyez bien le résultat. Normalement, oui, je l'ai paramétré. Si jamais vous voyez pas le résultat des sondages, n'hésitez pas à me mettre un petit message dans le chat. Donc là, on a une majorité de 18%. Effectivement, c'est 23%. 23% des collaborateurs estiment que les engagements pris par leur entreprise sont profonds et concrets, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, presque 70% des entreprises disent mettre déjà en place des actions RSE, ce qui fait qu'il y a encore une vraie différence entre les entreprises qui mettent en place des actions et à quel point les collaborateurs se sentent touchés, estiment que c'est réel
et qui a vraiment du concret derrière et que c'est pas ce qu'on va appeler du greenwashing ou du social washing. Super Charlotte, merci beaucoup. Donc si on passe à la slide suivante, je vous ai mis là quelques stats qui peuvent être intéressantes à retenir, que ce soit sur de vos différents enjeux. Donc là, on a vu un peu plus en détail sur le passer à l'action sociétale, sur le engagé dans la durée. Aujourd'hui, moi, il y a une stat qui m'a frappée et qui m'a frappée pour me dire que j'étais pas seule. C'est que 2/3 des cadres se disent prêts à changer de travail par manque de sens. Donc il y a cette nécessité aujourd'hui d'aller agir et trouver des solutions qui permettent aux collaborateurs de se réengager et de retrouver du sens pour leur travail, leur métier au sein de leur entreprise. Parce qu'aujourd'hui, voilà, moi j'ai une citation qui m'a complètement perturbée le jour où je l'ai entendue, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. On peut parfois, quand on est responsable RH, responsable RSE, même quand on fait partie du COMEX, du comité de direction, on peut parfois avoir des difficultés à aller convaincre la direction que oui, il faut investir un petit peu dans l'humain, un petit peu dans le sociétal, parce que c'est de l'investissement financier. Mais finalement, c'est ça la pérennité de l'entreprise. Et c'est ça qui fait que l'entreprise derrière, elle va pouvoir gagner parce que le monde dans lequel elle évolue va être un monde plus durable. Une autre question aujourd'hui, c'est à votre avis, qu'est-ce qu'on passe si on ne change rien? Si on se dit que le contexte économique et les budgets sont trop serrés, que finalement on n'a pas le temps de mettre en place ce type d'action, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, la crise climatique et sociétale et la pression vont continuer de se durcir. Sauf que vos équipes en interne et vous-même, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envie de passer à l'action. Vous allez tenter de combler en interne et vous allez quand même agir. Mais si vous n'êtes pas soutenu au sein de votre entreprise ou si le collaborateur n'est pas soutenu par une démarche globale, ils vont finir par s'épuiser et se désengager. Est-ce que aujourd'hui, vous connaissez le coût moyen, hop, je vais vous publier le sondage, le coût moyen du désengagement d'un salarié en France. C'est-à-dire si on prend... Oui, bonjour, je vois une question. Sarah, pourrions-nous avoir le support de présentation suite au webinaire? Oui, bien sûr, je vous ferai parvenir, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me demander dans le chat et je le noterai sur une petite liste et je vous l'enverrai si vous le souhaitez. C'était pas forcément prévu, mais ce sera avec plaisir de vous l'envoyer. Alors, pendant ce temps-là, le sondage, vous avez répondu. Donc, le coût moyen du désengagement en France, il y a 5 000, 9 000, 14 000. À votre avis, quel est le coût moyen du désengagement en France? C'est une moyenne. Oui, vous allez avoir le replay également. Donc, le coût moyen du désengagement en France, il est à 5 000, 9 000, 14 000. Je vais 5 000. Donc, on a une grande majorité sur autour de 5 000 ou 9 000 euros en moyenne pour tous les collaborateurs en France, le coût du désengagement. Donc, si je mets fin au sondage, la réponse, c'est 14 000 euros par salarié. Par an, c'est le coût moyen du désengagement. Donc, c'est un coût qui est calculé tous les ans par l'IBET. Et donc, en 2020, c'était 14 000 euros par an par salarié. Il va varier de 10-12 000 jusqu'à 14 000, 15 000 une année. Il est allé jusqu'à 15 000 euros par salarié par an. Et ça représente plus de 400 milliards d'euros par an en France. Et la bonne nouvelle, c'est que 60% de ça, c'est maîtrisable grâce à une démarche sociétale. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça coûte cher à l'entreprise. Il y a un vrai besoin de se mettre en action, mais c'est maîtrisable. Effectivement, un travail, c'est un peu comme une relation. Soit ça fait sens, soit on la quitte. Et du coup, tout va vers le sens de il faut qu'on se mette en action. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir à tout quitter? Pareil, ensemble, on peut agir et performer ensemble. On peut contribuer, on peut décider de contribuer positivement au bien commun. Et pour ça, on peut aller allier business et engagement sociétal. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans les études de cas. Et ça va nous permettre d'aller améliorer la performance des équipes. Et pour ça, c'est un peu complexe, donc je ne vais pas vous le faire deviner aujourd'hui, c'est de combien on peut améliorer la performance financière de l'entreprise grâce à l'engagement sociétal.
et on peut l'améliorer de plus de 17% la performance financière d'une entreprise, ce qui est absolument incontestable. Aujourd'hui, une amélioration de 17% de la performance de l'entreprise, c'est très rare que ça arrive. Donc, vous pouvez mettre en place ce type de démarche et vous pouvez déjà savoir que ça va avoir un vrai impact au niveau financier de votre entreprise. Bonjour à tous et à toutes. Je reçois pas mal de messages sur le fait que vous êtes intéressés aussi pour le replay, pour la présentation. Merci beaucoup, merci Marie pour votre retour. Le replay vous sera envoyé et j'essaierai également de vous envoyer la présentation. Donc aujourd'hui, quels sont les dispositifs pour allier RH et RSE et comment est-ce que vous allez pouvoir vous passer à l'action ? C'est vraiment la grande question. Nous, aujourd'hui, on a 4 dispositifs pour permettre d'aller engager les collaborateurs et leur permettre vraiment de toucher à l'engagement sociétal et de pouvoir même prendre un peu en charge une partie de l'engagement sociétal. Donc le premier, c'est par équipe. Vous pourriez vous dire, je vais aller faire du bénévolat par équipe, faire une journée de solidarité en équipe. Donc ça peut être de 5 collaborateurs jusqu'à parfois plusieurs dizaines. Il faut bien que ce soit organisé pour que ça réponde à un réel besoin de l'association. Mais vous pourrez aller tous ensemble, peut-être aller maraîcher et rencontrer une association avec des personnes en insertion, par exemple. Alors, j'ai quelques questions. BCG, c'est quel organisme? Alors, c'est le Boston Consulting Group et c'est un organisme bien connu dans tout ce qui est études stratégiques et statistiques. Donc vous pourrez retrouver directement ces données-là. Et les chiffres donnés sont issus d'une étude, oui. Vous verrez, je vous enverrai la slide et tous les chiffres que je vous ai donnés aujourd'hui, tout est issu des études et vous pourrez les retrouver en bas dans la légende. Si jamais vous souhaitez que je vous retrouve la source, je pourrais également vous envoyer la source par la suite. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Donc, quelles sont les 4 possibilités pour passer à l'action avec les équipes? Il y a vraiment ce côté par équipe. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est qu'on a des entreprises qui sont prêtes à donner des jours et à permettre à leurs collaborateurs de s'engager quelques jours dans l'année de façon ponctuelle pour aller aider des associations. Ça se fait de plus en plus, on le verra par la suite. Et après, on a d'autres moyens d'engager les collaborateurs dans des associations, parce que bien sûr, quand on est au travail, on travaille, mais parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des creux d'activité, des activités cycliques, où il va y avoir des collaborateurs qui vont être entre 2 missions ou avoir un peu moins de missions pour le moment et qui pourraient se mobiliser plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour leur entreprise. Et la dernière possibilité que nous, on a vue de passer à l'action solidaire, c'est aussi de pouvoir le faire dans le cadre d'une fin de carrière. On parle beaucoup des pré-retraites. Voilà, c'est le sujet du moment. On a notre cher président qui en a reparlé hier. Il va falloir demain innover sur la fin de carrière. Comment faire pour avoir une fin de carrière qui est douce, sur laquelle les entreprises doivent encore investir. Ils doivent investir dans leurs seniors. Aujourd'hui, il est possible de faire une fin de carrière aménagée où le collaborateur va être en temps plein ou en temps partiel auprès d'une association. Vous voyez en bas, c'est très petit peut-être pour vos écrans, mais vous voyez qu'il y a la possibilité de le faire en bénévolat ou ce qu'on va appeler en mécénat de compétences. Et du coup, c'est ma question suivante. Est-ce que vous connaissez, donc je vais vous envoyer une petite question. Est-ce que vous connaissez le mécénat de compétences? Est-ce que c'est un sujet qui vous est familier? Je vous ai lancé un sondage. Est-ce que pas du tout? Et on va en prendre quelques minutes pour en parler. Est-ce que vous connaissez plutôt dans les grandes lignes? Est-ce que vous connaissez le mécénat de compétences jusqu'au bout des doigts? Nous avons peut-être Aska qui connaît le mécénat de compétences un peu mieux que les personnes présentes aujourd'hui. Donc on a une grande majorité de non pas du tout. J'aime beaucoup moi avoir ce retour-là parce que ça veut dire que les études de cas qu'on fait, les webinaires qu'on fait pour en parler sont utiles et du coup c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc une grande majorité de non, pas du tout. On a quelques personnes un peu dans les grandes lignes et aujourd'hui pas encore d'experts sur le mécénat de compétences. Donc c'est super. Je vais arrêter le sondage et on va pouvoir en parler tous ensemble. Donc le mécénat de compétences, il faut savoir que le mot mécénat, c'est le fait pour une entreprise de faire un don à une association. Elle peut faire un don financier, elle peut faire un don
en nature. Donc, en nature, c'est par exemple le fait de dire, ben moi, je vais pas donner de l'argent, je vais aller, je change mes bureaux. Par exemple, je change mon matériel informatique. Au lieu de le jeter, je vais aller le donner à une association. Ça, c'est le fait de faire un don en nature. Mais elle peut aussi faire un don en compétences. C'est très peu connu encore aujourd'hui, mais ça va être le fait pour une entreprise de dire, je vais prêter un salarié sur son temps de travail à une association. Et ces trois dispositifs-là, ils sont incentivés, ils sont soumis à un avantage fiscal qui est un avantage légal que le gouvernement met en place. Et cet avantage, il est à hauteur de 60% du don. Donc on l'a vu, faire du sociétal, il y a un intérêt RSE, il y a un intérêt RH, mais en plus, on va retrouver un intérêt fiscal et financier à très court terme. Donc, j'ai envie de dire que tout est au vert pour se dire on peut se lancer et on peut se lancer assez facilement. Et notamment dans le cadre du mécénat de compétences. Si par exemple votre entreprise prête un salarié sur son temps de travail, le montant défiscalisé, ce sera le montant du salaire brut chargé du collaborateur au prorata de son temps en association. Donc, vous l'aurez compris, le mécénat de compétences, c'est le fait d'aller s'engager sur son temps de travail sans perdre de salaire pour le salarié, vu qu'il continue d'être payé par son entreprise, et que derrière, l'entreprise, elle ait des gains, donc elle va récupérer 60% de cette masse salariale-là. Donc, on comprend tout de suite l'intérêt pour des personnes en fin de carrière qui peuvent être un petit peu mises au placard, qui sont plus sur les sujets chauds, de pouvoir initier une transition vers l'après, une transition vers la retraite, en donnant leurs compétences, parce qu'elles ont encore plein de choses à donner, plein de choses à proposer, et on va même faciliter le partage intergénérationnel. On comprend aussi l'intérêt, quand il y a des creux d'activité, d'aller engager des collaborateurs dans des associations. Ça, c'est plus facile d'aller convaincre un COMEX parce qu'en plus, il y aura cet intérêt financier à très court terme. On a la chance en France d'être sur un des meilleurs pays en termes d'avantages fiscaux pour le mécénat. Donc, il faut absolument pouvoir en profiter, même si on sait que c'est plutôt la cerise sur le gâteau. Les entreprises ne font pas ça pour ça. On l'a vu tout à l'heure, elles le font pour le sujet RH, d'engager et d'attirer et de fidéliser les collaborateurs, et les sujets RSE. Et aussi les missions ponctuelles, même si vous donnez que 2, 3, 4 jours, vous pouvez rentrer dans le cadre du mécénat de compétences parce que chaque fois que vous allez prêter un salarié sur ses compétences à une association pour faire grandir un projet, ça s'appelle du mécénat de compétences et vous pouvez avoir accès à cet avantage fiscal. Donc, qu'est-ce que le mécénat compétences? Le mécénat compétences, il est éligible à tous les salariés. C'est les CDD, c'est les CDI, c'est les alternants également. Il est sans limite de taille parce qu'aujourd'hui, on voit qu'une majorité du mécénat de compétences est utilisé par les PME. On a tendance à se dire, voilà, c'est vraiment un truc de grand groupe. Moi, si j'ai pas de fondation, je peux pas le mettre en place. Vous pouvez le mettre en place. Et même aujourd'hui, on a une nouvelle loi qui est la loi Pacte qui permet aux PME et même aux TPE, à partir de quelques collaborateurs, de déjà mettre en place le mécénat. Il n'y a pas de limite géographique non plus. Aujourd'hui, on a des personnes de toute la France. J'ai vu du Toulouse, j'ai vu du Paris. Voilà, vous pouvez vraiment imaginer faire le mécénat compétences partout en France et ça se développe dans toutes les régions, plus ou moins rapidement. Ce qui est hyper important et hyper motivant de voir, c'est que en fait, le mécénat compétences, ça a beau exister depuis 2004 avec la loi Hayon. En fait, il est très utilisé depuis que récemment, tout simplement parce qu'il y a une accélération de la prise de conscience. Les entreprises sont de plus en plus prêtes à faire des ponts avec les associations et le monde de l'entreprise. Et vous voyez, la majorité des entreprises qui font du mécénat de compétences le font depuis moins de 3 ans. Donc, il y a vraiment cette accélération de se dire, mais en fait, je peux le faire, c'est à ma portée, j'ai pas besoin d'être un grand groupe, j'ai pas besoin d'avoir une fondation de 300 associations et je peux me mettre à faire du mécénat de compétences très facilement. Vous pouvez vous poser la question de oui, mais si je fais du mécénat de compétences, alors j'ai une question, est-ce que être bénévole au JO peut être un dispositif dans le cadre du mécénat de compétences? C'est une super question. Pour ça, il faut savoir si l'association ou si les Jeux Olympiques, si vous êtes directement avec les Jeux Olympiques, est une association. La condition pour faire du mécénat de compétences, c'est que vous devez prêter les compétences et les collaborateurs à une association d'intérêt général. Donc si je ne connais pas du tout la structure juridique des Jeux Olympiques, mais si c'est l'association des Jeux Olympiques, alors dans ce cadre-là, oui, ça peut passer pour du mécénat de compétences.
mais il faudra que vous puissiez vous mettre d'accord avant avec l'association, parce que pour avoir accès à cet avantage fiscal, il faut que l'association vous signe un CERFA, un reçu de don. Donc, assurez-vous bien que les structures dans lesquelles vous envoyez vos collaborateurs sont des structures et des organismes d'intérêt général. Ça peut être aussi d'utilité publique, c'est encore le stade au-delà, mais il faut au moins que ce soit d'intérêt général. Donc, la question que vous pouvez vous poser, j'espère que j'ai répondu à votre question, Amel. La question que vous pouvez vous poser, c'est combien de jours je dois donner à mes collaborateurs. J'ai remonté cette statistique qui est pour moi super intéressante, c'est que 56%, donc la majorité des entreprises, vont donner entre une journée jusqu'à 5 jours à leurs collaborateurs, avec 40% des entreprises qui donnent entre 2 et 5 jours. Ça peut paraître beaucoup, si jamais on est 100, de se dire, oh là là, mais si je donne 3 jours, ça fait 300 jours. Il faut savoir que tous les collaborateurs ne vont pas l'utiliser, mais ceux qui vont l'utiliser, ils vont avoir envie de faire des belles actions, de pouvoir s'engager peut-être sur plusieurs jours pour vraiment mettre en place une nouvelle présentation. Ils vont peut-être changer, refaire un site internet, aider à la comptabilité, aider les RH. Et ça peut rarement se faire en une après-midi. Donc, si vous souhaitez mettre en place de belles histoires, il faut quand même pouvoir donner quelques jours à vos collaborateurs pour qu'ils puissent s'engager et se voir aussi un petit peu dans la durée sur des missions intéressantes auprès de l'association. Après, on peut totalement commencer avec une journée et voir comment le dispositif prend en entreprise et donner de plus en plus. Les statistiques qu'on a, nous, c'est que les collaborateurs vont être engagés en général entre 5 et jusqu'à 40% en fonction de la taille de l'entreprise. On sera rarement, voire jamais presque sur du 80-90%. Une slide que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, c'est pourquoi les entreprises qui font du mécénat compétences le font aujourd'hui. Souvent, quand on se lance dans une démarche RSE ou qu'on a envie de faire des choses pour les collaborateurs, on n'a pas envie de tomber dans ce qu'on appelle le greenwashing, le social washing. On a envie de faire quelque chose qui est concret et qui fait du sens, et pas uniquement pour l'image. Et ce que j'aime beaucoup dans les réponses des entreprises qui font le mécénat compétences, c'est que la dernière réponse de ce pourquoi ils le font, c'est contribuer à l'image de l'entreprise. Tout le reste, ça va être pour améliorer l'expérience collaborateur, ça va être pour soutenir des projets sociétaux et locaux. On parle beaucoup de RSE, de responsabilité sociétale de l'entreprise. Aujourd'hui, on a une montée en puissance de la RTE, de la responsabilité territoriale de l'entreprise. Le mécénat de compétences est un excellent moyen pour s'orienter et s'ancrer de façon territoriale et aider les associations locales. Vous allez aussi rendre le collaborateur plus fier de l'entreprise et donc plus fidèle, et vous allez lui permettre d'incarner les valeurs concrètement. On en revient à notre première statistique de 23% des collaborateurs qui ne se sentent pas dans le concret avec les démarches aujourd'hui qui peuvent être mises en place. La question qu'on peut se poser, c'est mais alors pourquoi toutes les entreprises ne sont pas encore passées à l'action? On sait que c'est pas simple. Vous avez forcément peu de temps. J'en ai vu beaucoup qui m'ont dit qu'avoir la casquette RSE au sein de leur entreprise. Si vous avez la casquette RSE au sein de votre entreprise, c'est que vous pouvez pas vous y dédier à temps plein. Alors j'ai une autre question. Bonjour Mathieu. Toute entreprise peut-elle faire du mécénat de compétences, y compris les entreprises qui ont une petite partie de leur CA sur de la défense ou du militaire? Alors, toutes les entreprises du privé peuvent faire du mécénat de compétences, effectivement. Toutes les entreprises. Après, il sera important d'aller rencontrer des associations qui vont souhaiter faire des partenariats avec vous. Mais le plus souvent, les associations, je vais dire, elles admirent la démarche positive des entreprises. Donc, certaines associations, effectivement, comme le climat, vont parfois refuser de faire une démarche de mécénat de compétences avec Total, par exemple, mais on en a d'autres qui vont accepter parce qu'elles trouvent que c'est déjà une démarche qui est louable et qu'il faut aussi leur permettre de passer à l'action. Donc oui, toutes les entreprises peuvent faire du mécénat de compétences et il suffit de trouver les bons partenariats associatifs pour pouvoir le faire. Donc, comme je disais, vous avez peu de temps si vous êtes avec la casquette RSE ou même quand vous êtes référent RSE, vous avez plein de sujets à adresser. Donc, le pourquoi est-ce que c'est pas mis en place encore, ça peut en être une raison. On sait aussi que le sociétal, c'est complexe. Les champs d'action sont très divers. Nous, aujourd'hui, par exemple, on va travailler avec plus de 700 associations. Et pourquoi est-ce qu'on en a autant? C'est parce qu'on va adresser les 17 ODD, donc les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Et en fait, l'intérêt général, c'est très large. On va retrouver le handicap, on va retrouver l'inclusion, on va retrouver l'insertion, on va retrouver l'environnement, la biodiversité, l'équité homme-femme, l'égalité des chances. Tous ces sujets-là peuvent être adressés, vont être
partiellement ou plus fortement adressés. Donc, il y a vraiment cette complexité de savoir par quoi on commence et qu'est-ce que je donne à disposition de mes collaborateurs. Et le dernier axe, c'est que souvent, on va manquer d'outils. Effectivement, le mécénat de compétences, c'est un dispositif qui est légal. Vous pouvez bénéficier de la défiscalisation, mais pour ça, il y a un peu d'administratif à mettre en place. Il y aura une convention à signer avec l'association, il y aura des avenants au contrat de travail à signer avec les collaborateurs. Et donc ça, il faut trouver un outil qui va vous permettre de pouvoir automatiser ça pour y passer le moins de temps possible parce que c'est pas forcément des missions à valeur ajoutée. Vous préférez passer du temps sur plutôt la mise en relation et la création d'actions qui vont avoir beaucoup d'impact pour vos collaborateurs. Donc, plan d'action en 3 étapes. Juste avant de passer aux études de cas, je vous ai mis, nous, les bonnes pratiques et ce que je peux vous recommander pour vous mettre en action de votre côté et on verra comment ça s'est concrétisé pour les entreprises. Le premier, c'est vraiment d'identifier quelles sont vos valeurs, quelles sont ce que vous avez envie de mettre en place et surtout, est-ce que vos collaborateurs ont cette envie-là en interne. Donc, vous pouvez aller sonder votre comité de direction. Vous pouvez aller faire des appels à projets. On travaille avec l'URSSAF et l'URSSAF a fait un appel à projet. Ils étaient 400, 500 en région. Ils ont eu plus de 57 retours d'appels à projets différents pour pouvoir lancer des actions. Donc, ça a été un franc succès. Et vous pouvez aussi faire un sondage collaborateur. Si vous le souhaitez, à la fin, je pourrais vous envoyer des exemples de sondages collaborateurs. On en envoie régulièrement. Et ça permet vraiment d'appuyer et de se dire, mais en fait, je vais mettre ça en place. Et ça correspond à une vraie attente de mes collaborateurs. Le deuxième pan, vraiment, ça va être d'aller engager. Et pour ça, il faut structurer, il faut mettre un peu de la structure dans la démarche. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous sont là aujourd'hui. Pour structurer votre démarche RSE ou une démarche sociétale pour engager les collaborateurs, ce qui peut être chouette, c'est d'aller créer un comité d'ambassadeurs. Donc, parce que vous seul, vous pouvez après vous épuiser, vous pouvez vous dire, bah voilà, moi je connais pas forcément, je suis au marketing et je connais pas les gens dans les RH ou dans les opérations, dans la tech. Ce qui peut être chouette, c'est d'avoir plusieurs collaborateurs d'une entreprise qui vont être un peu ambassadeurs de la démarche. Et du coup, vous allez comme ça engager plusieurs collaborateurs. Vous pouvez aussi mettre en place une plateforme d'engagement. Donc là, par exemple, avec Day One, nous, on apporte déjà des centaines d'associations et on permet au collaborateur d'aller trouver lui-même l'action qui lui convient ou d'aller en tout cas participer à des actions que vous aurez sélectionnées. Ça peut être aussi un bon moyen d'aller structurer, centraliser votre démarche. Et le dernier, c'est aussi d'avoir des conseils d'experts. Parfois, voilà, le mécénat de compétences, quand on se lance, on peut se dire, oh là là, mon Dieu, ça a l'air d'être quelque chose de très compliqué. Ça peut paraître compliqué et pourtant, c'est extrêmement simple une fois qu'on en a compris les tenants et aboutissants. De vous faire accompagner par un expert, que ce soit en interne ou en externe, ça peut vous permettre de vous lancer avec beaucoup plus de sérénité. J'ai une question d'Amel qui n'a pas compris l'appel à projet. Souvent, l'appel à projet, c'est par exemple, on a l'URSSAF, pour reprendre l'exemple de l'URSSAF, ils voulaient mettre en place des projets sociétaux. Et donc, ils ont fait une demande en interne avez-vous des projets que vous souhaiteriez porter au sein de l'URSSAF qui ont un impact sociétal? Et ils ont eu 57 retours, très larges. Certains ont voulu mettre en place le yoga, certains d'autres des plantes dépolluantes. Nous, on a rencontré la personne qui a voulu mettre en place le mécénat compétences, où ils ont donné 4 jours à tous leurs salariés. Donc, en plus, c'est pas que le privé qui peut mettre en place le mécénat compétences. On a aussi du public et du parapublic. D'autres ont voulu mettre en place une action d'équipe par jour de solidarité. Certains ont voulu faire du don de congé à certains parents qui pouvaient avoir des enfants malades. Voilà, chacun est revenu avec, voilà, moi ce que je pense qui pourrait être chouette pour l'URSSAF. Avec plaisir, Amel. Et du coup, la dernière étape vraiment de ce plan d'action, c'est d'aller mesurer. Je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas toujours été dans l'engagement sociétal. Et ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, ce que j'ai pu rencontrer en finance, je le retrouve aujourd'hui dans le sociétal, dans les RH, dans la RSE. C'est qu'on a besoin de faire un retour sur les actions. On a besoin de prouver qu'on n'est pas en RH et en RSE un centre de coût, mais qu'on est un centre de profit. Et pour ça, il faut mesurer son action. Vous pouvez commencer par mesurer la satisfaction de vos collaborateurs. Vous pouvez aller mesurer des indicateurs RSE quantitatifs. Combien d'associations j'ai aidé, combien d'objectifs du développement durable j'ai soutenu, combien d'heures de solidarité ça représente mes collaborateurs. Ça, c'est très concret. Ça peut se mettre dans des appels d'offres et ça peut vous permettre d'aller remporter de nouveaux clients et ou même être communiqué auprès de vos clients en interne, auprès de vos fournisseurs. C'est très important de communiquer sur ce que vous faites. Et le dernier, bien sûr aussi, ça va être des rapports d'impact qualitatifs. C'est important aussi de revenir sur
comment vos collaborateurs ont évolué par rapport à ça, qu'est-ce que ça a changé chez eux. On voyait qu'il y avait cet enjeu d'aller attirer, d'aller engager, de fidéliser les talents, de pouvoir suivre à quel point ils vont se sentir plus fidèles et plus incarnés avec vos valeurs. J'espère que ce plan d'action en 3 étapes est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire comme Amel, à me poser des questions directement. Pour faire le lien avec les études de cas, nous, c'est la méthode qu'on a développée chez Day One, qu'on appelle la méthode HOPE, comme l'espoir, mais sans H, où on va s'appuyer sur à la fois un outil, de la proximité et de l'expertise. Sur l'outil, et pour permettre à nos entreprises d'aller sonder, communiquer, on va vraiment apporter des kits, des contenus et un outil centralisateur. Pour ce côté structure, nous, on a carrément créé une école des associations où on rencontre les associations, on les forme avec des formations, on met ces compétences et on leur apprend à être réactifs et à identifier les besoins en interne. Parce que forcément, quand on demande à une association comme ça, qu'est-ce que vous aimeriez faire, ils vont nous dire, on a besoin, nous, d'un responsable communication. On sait que personne en poste devient responsable communication d'une association quand on a 2, 3, 4 jours donnés par son entreprise. Donc, on va les accompagner pour découper en mini-missions leurs besoins et leur permettre de grandir. Et le côté, c'est la mesure d'impact et l'expertise. Ça peut être le pan le plus complexe. Je vous ai donné là quelques idées. On sait que la mesure d'impact, elle est pas simple, mais il y a plein d'exemples de petits dashboards que vous pouvez mettre en place sans forcément aller jusqu'à 15 indicateurs. Déjà, essayez d'en avoir 3, 4, notamment le nombre d'heures de solidarité, le nombre d'objectifs du développement durable. Et ça va vraiment vous aider après, petit à petit, à faire grandir et remonter à votre COMEX l'intérêt d'une démarche telle que l'engagement sociétal. Je propose maintenant de passer à l'étude de cas. On va voir 3 cas concrets. Le premier, c'est Segos. Segos, c'est une ETI, donc une entreprise de taille intermédiaire. Il y a 400 personnes chez Segos. Segos, c'est une entreprise, je dirais, traditionnelle, mais surtout historique française, puisqu'elle a été créée en 1926 et elle est experte de la formation professionnelle et continue. Les enjeux de Segos, il y avait 4 grands piliers RSE sur lesquels elle voulait travailler. C'était l'environnement, la marque employeur, le sociétal et le côté client, intégrer la RSE pour son offre client. Concrètement, Segos, elle a mis en place 4 solutions. Le premier, c'est le bilan carbone pour commencer à faire un état des lieux pour l'environnement. Le deuxième, elle a vraiment créé une offre pour le bien-être collaborateur. Le troisième, elle a souhaité mettre en place le bénévolat, le mécénat. Et le quatrième, elle a intégré sa RSE au sein de son offre de formation. Alors nous, on n'a pas pu les accompagner sur tout, donc je vous ai mis uniquement les pans sur lesquels on a pu les accompagner. Donc la difficulté pour eux de mettre en place le mécénat, le bénévolat et de pouvoir proposer des actions sociétales et en association à leurs collaborateurs, c'était qu'ils manquaient de temps. Ils n'arrivaient pas à trouver des actions pour satisfaire tout le monde, qu'il fallait animer la démarche et ça prend énormément de temps et qu'ils avaient du mal à collecter les données. Du coup, ce qu'on a mis en place ensemble, on a mis en place 2 actions très concrètes. On a mis en place la plateforme de bénévolat de compétences pour permettre que les collaborateurs puissent aller prêter leurs compétences sur le temps libre, donc le soir et les week-ends. Et on a mis en place aussi un team building solidaire où, tous les ans, tous ceux qui souhaitent participer à l'action solidaire Segos puissent ensemble passer à l'action. Ce qui est très important, c'est que oui, le temps est un premier facteur quand on se dit je peux pas faire du mécénat parce que j'ai pas le temps. On sait que le deuxième frein, c'est de se dire je sais pas qui contacter, je sais pas quoi faire, je sais pas qui contacter, je sais pas comment le faire. Et en fait, grâce à cette plateforme-là, on a eu des Ségosiens qui ont pu complètement accompagner, même sur des formations internes, sur des sujets RH, des associations. Certaines associations ont même pu avoir leur certification Calliope grâce à des personnes en interne de chez Segos. Donc, c'est des missions qu'ils auraient peut-être payé plusieurs milliers d'euros. Et grâce à Segos, ils l'ont eu gratuitement. Concernant l'impact, ce qui est intéressant, comme on disait, c'était de mesurer. Segos, en 15 mois, a pu réaliser 80 actions solidaires. C'est plus de 305 heures de solidarité effectuées. Donc ça, on parlait d'indicateur d'impact, c'est un indicateur très fort. Et ça représente 40 associations soutenues. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu besoin d'aller déployer une fondation. Chaque collaborateur est allé trouver lui-même une action qui lui correspond. Ils ont pu s'engager seuls ou en équipe. Et tous ensemble, ils ont déjà soutenu 40 associations, soit presque c'est 10% du nombre de collaborateurs. Donc ils sont 400
et ils ont déjà soutenu, eux, 40 associations. Et l'intérêt aussi pour eux, c'est qu'ils ont pu suivre les ODD qu'ils avaient soutenus, donc les objectifs du développement durable. Et ils ont retrouvé les 3 grands engagements que eux, ils avaient déterminés comme étant des piliers de leurs valeurs, qui étaient l'égalité des chances, la protection de l'environnement et l'égalité des genres. Donc ils étaient extrêmement fiers de voir que les collaborateurs partageaient aussi, quand ils pouvaient et qu'ils avaient le choix de choisir eux-mêmes des missions, complètement les valeurs que l'entreprise souhaitait incarner. On a parlé aussi du côté un peu qualitatif. Qu'est-ce que ça a changé au sein des collaborateurs, ce que ça a changé en interne et comment ça a pu évoluer. Ce qu'on voit chez Segos, c'est que 89% des collaborateurs estiment avoir amélioré leur épanouissement, que 85% sont plus alignés avec les valeurs et que 72% sont plus motivés et 71% sont plus attachés et fidèles à l'entreprise. Voilà, on parlait vraiment de ce côté engagement sur le long terme. On connaît le coût du turnover. Le coût du turnover, donc le fait de perdre un collaborateur et de réembaucher un collaborateur, c'est 20% de son salaire annuel. Quand on sait qu'on va réussir à en fidéliser 70%, c'est absolument énorme et l'impact, il est financier, il est réel et il peut être prouvé au sein d'un COMEX. Comme je pouvais pas avoir les personnes qui témoignaient à mes côtés, je leur ai demandé de me faire un petit retour, un petit verbatim. Et donc, on a Mathieu qui nous explique que la solidarité a été pour lui un super levier d'engagement et d'attractivité, et surtout dans le recrutement des jeunes. C'était un vrai plus pour sa marque employeur et que lui, il a pu obtenir un vrai ROI rapide avec une satisfaction immédiate de la solution. Maintenant, on va passer à... Alors, est-ce que déjà vous avez des questions sur ce cas Segos? Si jamais vous avez des questions sur le cas Segos, n'hésitez pas à me les envoyer dans le chat. Je peux y répondre. Sinon, je passe à la suite et on pourra prendre un petit temps d'échange sur ces 3 cas concrets. Le deuxième cas, c'est le cas d'une filiale de grand groupe. Ça s'appelle Business et Décision. C'est une filiale d'Orange. Et il faut savoir que Business et Décision est une entreprise de conseil en services numériques spécialisée dans la data. La particularité d'une entreprise de conseil, c'est que souvent, elle a des collaborateurs en interne et qu'elle les prête à d'autres entreprises, à d'autres clients pour réaliser des missions. Quand le collaborateur a fini sa mission, il va revenir chez Business et Décision et il attend une nouvelle mission. Donc cette période-là d'attente entre 2 missions, ça s'appelle l'intermission, l'intercontrat. Et c'est une période qui coûte cher à l'entreprise parce que le collaborateur est bien sûr payé pour être salarié chez Business et Décision, mais il n'est pas refacturé à un client. Et donc cette période d'intermission, elle peut durer, et elle peut durer parfois plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et l'objectif pour Business et Décision, c'était de pouvoir permettre aux collaborateurs de s'engager sur ce temps-là, plutôt que de les voir se désengager, peut-être se désintéresser de l'entreprise et pouvoir vraiment pleinement s'engager dans des actions. Donc, alors j'ai une question de Solange. Quand les actions réalisées par les collaborateurs se font sur le temps libre, l'entreprise ne peut pas déduire cela fiscalement. Effectivement, les seules heures qui pourront être déduites fiscalement, c'est les heures sur l'entreprise, les heures sur le temps de travail. Donc là, si on reprend les enjeux de B&D, il y a 3 enjeux. Eux, c'était vraiment le côté performance RH. Ils voulaient remettre du sens, de la cohésion et ils voulaient engager leurs intermissions. Pour ça, ils ont mis en place 2 solutions. La première, ça a été le bénévolat, de pouvoir permettre, du coup, un peu comme Segos, aux collaborateurs de s'engager sur leur temps libre. Et le deuxième pan, c'était vraiment le mécénat de compétences. Ils se sont dit, pendant le temps entre 2 missions, on va permettre à nos salariés de s'engager sur le temps de travail et d'aller prêter leurs compétences. C'est des experts dans le numérique, c'est des experts dans la data. Ils peuvent refaire des sites internet, ils peuvent refaire des CRM, et donc il y a forcément un monde dans lequel ces compétences-là sont utiles pour le monde associatif. La question pour eux, ça a été de se dire comment est-ce qu'on fait pour avoir une offre nationale, parce que vous avez vu, ils sont 1600 collaborateurs partout en France. Donc, entre le moment où ils ont décidé de mettre en place le mécénat de compétences, il aurait peut-être fallu plusieurs années pour créer un portefeuille national d'associations. Il leur fallait centraliser les actions pour que ce soit simple pour le collaborateur qui se retrouve du jour au lendemain en intermission de pouvoir s'engager. Il fallait matcher les compétences. Parce que forcément, quand on est un expert des logiciels d'édition, quelle association va avoir besoin de mon expertise en face? Et bien sûr, ils avaient cet enjeu aussi d'optimiser la rentabilité parce que pour eux, c'était une perte sèche. Et donc de se dire, on va donner du temps pour le monde associatif, mais il faut que derrière aussi, on puisse profiter de cet avantage fiscal.
Et donc, on a mis une plateforme sur laquelle on a créé 2 programmes. Le premier, c'était le programme de bénévolat. Donc, tous les collaborateurs pouvaient s'engager seuls ou en équipe. Et on a eu plein d'onboarding qui se sont réalisés avec des équipes entre 2 et jusqu'à 8 personnes qui sont allées faire du maraîchage, nettoyer des fermes, faire du mentorat, faire de la relecture de CV, faire des cours de français pour des réfugiés. Ça a été absolument fantastique. Il y a eu un grand temps fort aussi autour de Octobre Rose. Et la deuxième partie, c'est que les intermissions ont pu se mobiliser et s'engager sur plusieurs semaines ou parfois même plusieurs mois si l'intermission durait pour aller réaliser des chouettes missions en association. Le résultat de ça, c'est que au bout de 6 mois à peine, ils ont eu plus de 355 salariés engagés, ce qui représente 23% de l'entreprise. C'était colossal, ils n'imaginaient pas qu'ils pouvaient faire voilà, quelque chose pareil. Ça représentait 600 heures de solidarité effectuées, donc 85 jours, et 35 jours de mécénat compétences. Donc on a eu toute une partie où les salariés se sont engagés sur des petites actions courtes, des sondages, de la prise de contact avec les associations. Et on a eu quelques collaborateurs qui se sont vraiment engagés en intermission. Et on voit que très rapidement, ça chiffre parce que 35 jours de mécénat de compétences, ça représente déjà plus de 10 000 euros de dons. Donc, ça représente déjà un avantage à hauteur de 60% de ça, donc 6 000 euros. Donc, très conséquent déjà pour l'entreprise. Pareil, Laura Chavé nous a fait un petit retour, c'est que de proposer des milliers de missions à nos collaborateurs, nous n'aurions jamais imaginé pouvoir le proposer. Et c'était de beaux moments partagés et en toute simplicité. On passe maintenant au dernier cas et ça va répondre à la question d'Hélène, c'est pour les petites entreprises, comment s'engager. On a voulu mettre aussi un cas d'une petite entreprise. Alors MyTraffic, là, ils ont été de 50 à 150 collaborateurs. Même la première fois qu'on les a rencontrés, ils étaient 35. Mais ils savaient qu'ils voulaient s'engager, sur le long terme. Et donc là, ce business case-là, il est pour toutes nos PME et nos TPE qu'on accompagne, sachant que notre plus petite entreprise qu'on accompagne, c'est 12 collaborateurs. Donc c'est complètement, c'est pas antinomique le fait de se dire je suis une petite entreprise et je veux faire du mécénat de compétences ou de l'engagement sociétal. Parfois, si jamais vous êtes, Hélène, je sais pas combien vous êtes, peut-être n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Si vous êtes peut-être moins de 10, parfois vous êtes assez agile pour aller trouver vous-même des actions, des associations. Il y a peut-être déjà des collaborateurs qui ont des idées. Mais sinon, on a même voilà des petites équipes aussi qui décident d'avoir accès à une plateforme d'engagement pour donner un large choix à leurs collaborateurs. 15. Super. Donc, les enjeux de MyTraffic, c'était, vous l'avez vu, c'est une start-up qui a beaucoup grandi. Donc, ils avaient ces enjeux-là d'aller allier hyper-croissance et RH. Ils avaient l'enjeu d'aller attirer, recruter, donner du sens pour fidéliser et de renforcer les valeurs et la RSE. Et ça, tout en même temps. Du coup, nous, ce qu'on leur a proposé, et ils étaient déjà prêts à le faire, c'était de faire un don de jour à leurs collaborateurs. Même quand on les a rencontrés, ils avaient déjà mis en place ces 4 jours-là, ils les avaient déjà formalisés, mais ils avaient un enjeu chez MyTraffic, c'est que personne ne s'engageait. Ils avaient mis en place les 4 jours, et pour autant, les collaborateurs, c'est un peu comme ce que je vous disais, la première barrière, c'est le temps, et la deuxième, c'est de se dire, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, il y avait ce côté trouver des associations. Les collaborateurs ne savaient pas comment se rendre utile. En interne, ils avaient du mal à animer la démarche. Ils n'avaient pas envie d'envoyer 6 fois le même mail. Ils n'arrivaient pas à suivre les engagements non plus parce que c'était 4 jours de temps de travail. Donc, il fallait s'assurer qu'il n'y en ait pas qui prennent 8 jours et savoir combien vraiment allaient l'utiliser. Et ils avaient du mal à mesurer l'impact. Donc là, pareil, vous commencez à voir la logique. On a mis en place une plateforme de dons de jour avec un compteur de temps où chaque collaborateur pouvait aller trouver lui-même sa mission. Et même certains collaborateurs pouvaient même faire des tests de personnalité. Et en fonction de qui ils sont, on allait leur recommander des missions pour pouvoir les aider et les accompagner dans ces 4 jours donnés par leur entreprise. Donc vraiment, vous voyez, il n'y a pas de limite de taille. Quand on est une entreprise, n'importe quelle entreprise peut s'engager. Chez MyTraffic, c'est 34% des collaborateurs qui sont engagés depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Et la moitié étaient des primo-engagés, des gens qui n'avaient jamais mis un pied dans l'associatif. Et ce que nous, on trouve chouette, c'est qu'il y en a presque 100% qui sont prêts à recommencer, et ça souvent dès demain. Donc on est toujours sur nos indicateurs, notre mesure d'impact. Ce que Justine a souhaité vous dire aujourd'hui, c'était que ils savaient que s'ils accompagnaient pas les collaborateurs, ça ferait un flop. Effectivement, ils l'avaient vu, ils l'avaient mis en place et ça n'avait pas fonctionné. Et donc, pour eux, l'accompagnement, ça a été vraiment la clé de la réussite pour le projet.
On arrive maintenant à la fin de cette étude de cas. J'aimerais qu'on puisse prendre un petit moment pour faire les 3 A. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez appliquer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être les prochaines années? Voilà, me faire un retour de en quoi, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Quelque chose qui vous a marqué? N'hésitez pas voilà, à le mettre dans le chat. Qu'est-ce que vous avez appris? Ce que vous retenez voilà, de ces 50 minutes passées ensemble. Qu'est-ce que vous avez apprécié particulièrement? Peut-être qu'est-ce qui vous touche et qu'est-ce que vous allez appliquer vous demain? Parce que l'objectif, c'était de vous donner des tips, d'être très concret sur la manière de passer à l'action. Et donc, est-ce que ça vous a permis de vous dire, bah ça, je vais l'appliquer moi demain? Alors, Amel, vous aviez une question sur la durée. Est-ce qu'un dispositif continue ou juste pour 6 mois ou 1 an? C'est souvent un dispositif continu qui va s'intégrer à la culture de l'entreprise. Notamment quand on fait du don de jour, on va être sur un don de jour sur toute l'année que le collaborateur va pouvoir utiliser quand il le souhaite. Après, il existe certaines entreprises qui font des dispositifs un peu push sur 6 mois où ils vont faire une grande journée de solidarité et proposer aux collaborateurs de s'engager sur quelques mois avant. Mais souvent, nous, ce qu'on voit à 95% de nos entreprises, c'est un dispositif continu, un peu comme un ticket restaurant qui va faire partie de la culture de l'entreprise sur le long terme. Hélène, vous allez communiquer au sein des écoles sur les métiers de chacun. Alors, aller communiquer au sein des écoles sur les métiers de chacun, est-ce un engagement? Oui, c'est un engagement d'aller parler de son métier à des collégiens, à des lycéens. Effectivement, nous, on a des missions comme ça sur notre plateforme d'aller partager votre métier. Donc, c'est complètement un engagement sociétal. Katia, vous avez apprécié les études de cas, c'est du concret et ça vous donne des idées. Super. Léa, le mécénat de compétences est une belle manière de s'engager socialement. Exactement. Merci à tous et à toutes. On a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez appris, ce que vous avez apprécié, ce que vous allez appliquer dans ces prochains mois. J'ai un petit bonus pour si vous le souhaitez. Alors on pourra pas en faire. On ne pourra pas en faire pour 25 personnes, mais on veut vous proposer si vous le souhaitez, prendre contact et de faire un petit plan d'action un peu personnalisé. Je sais que là, il y avait beaucoup d'informations, mais donc si vous souhaitez recevoir le sondage, par exemple, ou quelques outils qu'on vous a mis aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre rendez-vous au travers du lien que je vous ai mis. Alors, on a des retours. Amel, vous avez appris le mécénat de compétences. Super, le mécénat dans sa globalité. Vous avez apprécié l'aide financière pour encourager les entreprises et vous allez utiliser les stats pour convaincre votre entreprise que c'est urgent d'agir. Super, ravi. Anne, vous avez appris le mécénat de compétences. Vous avez apprécié la simplicité et la clarté de la présentation. Je suis ravie. Vous allez appliquer le mécénat. Génial. Lu, vous avez appris le mécénat compétences, vous avez apprécié le fait que ce soit concis, clair, super, et vous allez appliquer le fait de parler du mécénat compétences lors de votre prochaine réunion Copil Capital Humain. Génial, bravo pour cette réunion Copil, c'est super et c'est exactement l'endroit où il faut le faire. Hélène, vous voulez bien avoir les slides et un exemple de sondage collaborateur. Mais super, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur la petite offre que j'ai lancée, ou sinon vous avez directement mon email sur lequel vous pouvez m'écrire. Aska, merci pour vos éclairages. Un grand merci à tous et à toutes. On arrive aujourd'hui à la fin de ce webinaire. Ce que je vous souhaite, c'est vraiment de passer à l'action parce qu'il est urgent d'agir. On l'a vu au début. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire de façon accompagnée. Si jamais vous le faites de façon accompagnée, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté. On a des TPE, on a des grands groupes et on n'a qu'une envie, c'est de vous voir en action. Et on est déjà, nous, à 18 000 jours de solidarité, avec 12 000 collaborateurs passés à l'action et déjà 1500 actions solidaires qui vous attendent. Donc vraiment, c'est à vous de jouer. Merci à tous. Merci pour votre participation. Merci Anne, merci Hélène, merci d'avoir autant participé, d'avoir été aussi vivant. Je vous souhaite à tous une très belle journée et j'espère vous revoir bientôt et en tout cas avoir vos retours sur votre participation, sur ce que vous avez pu mettre en place depuis notre webinaire.
Très belle journée à tous et à toutes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vous mets là un petit exemple de ce que nous on fait, de toutes les stats qu'on a eues auprès de tous nos volontaires qui sont partis, qui peuvent aussi vous éclairer. Et sinon, retenez bien que le business sans le social, c'est de l'anarchie, et le social sans le business, c'est de l'utopie. Ce qui est une phrase de Mohamed Younous, prix Nobel de la paix. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais rester encore quelques minutes. Merci à tous pour vos retours. Ça me fait très très chaud au cœur. Je vous souhaite une belle journée, bon courage dans votre travail au quotidien, et j'espère que vous allez pouvoir mettre en place de chouettes actions. Merci à tous, très bonne journée.